Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer BBN, l'édition du 14 avril 2021. Jeff et Arius qui sont là avec vous encore une fois ce soir. Arius, j'ai beau essayer, pas capable d'aimer Toronto. Mais Toronto qui l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Club Lyon. Soyons francs. Si on veut dire les vraies affaires, et là, je jase avec quelques personnes en direct en même temps que je vous parle via Twitter. On le disait tantôt en s'embordant de Arius, un club très jeune pour Toronto. Très jeune. Beaucoup d'absences majeures chez le TFC. Donc, quand je regarde rapidement comme ça, là, Gavino qui me disait TFC joue avec son club B, Westberg, Mavinga, Pozuelo, Josie, Akinola qui sont en dehors donc du line-up. Quoi qu'Altidor n'a rien fait lors de l'autre match, mais ce soir, je pense que Lyon n'a pas sorti sa meilleure performance. Je pense qu'ils sont meilleurs que ça. Je crois qu'ils sont meilleurs que ça, mais ils sont arrivés contre une équipe Toronto qui, je crois que peut-être qu'ils ont pris à la légère, puis se sont dit avec le manque d'effectifs qu'il y avait et tout. Mais en même temps, le dernier match, on a vu un Toronto combatif, malgré la perte très tôt dans le match de Altidore, et qui sont allés chercher un match nul 1-1 au Mexique. Et là, c'était une tâche difficile pour le Club Léon. Et puis, le Club Léon n'a pas réussi aujourd'hui à faire la différence. Et bravo à Toronto parce que c'est... Puis encore une fois, moi, je suis content, moi, JF, parce que c'est la seule équipe canadienne qui est encore dans la CONCACAF de la Ligue championne. Et puis, et c'est une équipe de la MLS. Donc, bravo à Toronto. On a 3 équipes présentement. Je veux juste prendre le temps de dire bonsoir à Gennaro. Toujours bon show comme d'habitude. Donc, saluez. Merci. Bonjour. Salut, Gennaro. Donc, Atlanta et Portland qui ont gagné leur match. Voilà. Et comme tu le dis, là, avec Toronto qui passe, c'est 3 des 4 équipes de la MLS qui sont toujours là. Portland va jouer dans quelques instants. Pas Portland, mais l'Union, pardon, va jouer dans quelques instants. Ouais. Et ce soir, ça aurait pu être encore pire, hein? 2-1. 2-1, c'était juste même pas assez parce que Okello a raté 2 occasions. Ben oui. J'ai oublié de te rajouter ça, mais Okello a raté. C'est ça, à 2-1, le deuxième but de Toronto, on va être frais, il était pas beau. Il était pas beau, mais effectif. Oui, c'est ça, exactement. Il est comptabilisé sur la fin de match. C'est ça. Faut le dire comme ça. Mais c'est ça. Donc, pour Toronto, si je regarde, je vais voir rapidement les statistiques du match. Possession, oui. Ça peut sembler dur à croire, mais 67 pour Club Lyon, 33 pour Toronto à l'intérieur du match. Donc, possession un peu stérile donc de Club Lyon qui a tiré parti, donc 65% de possession en première demi, 69 à la mi-temps. Et sur l'ensemble du match, 17 tirs par Club Lyon, 10 par Toronto. Toronto a réussi à en encadrer 8 alors que Lyon en encadrait 7. Et ces ballons-là, ils arrivaient d'où? Ah, je ne l'ai pas. D'habitude, je l'ai. On me dit si le tir vient de la boîte ou pas, mais là, je ne l'ai pas. Mais tout ça pour dire 20 fautes par Toronto, 9 par Club Lyon, 3 cartons jaunes décernés à l'équipe de la MLS. Et tu le disais, donc, il y a eu... OK, tir dans la surface, 10. Tir en dehors de la surface, 0. Donc, tous les tirs de Toronto provenaient de la boîte. 14 étaient dans la boîte pour Léon et 3 à l'extérieur de cette boîte-là. Donc, somme toute, content, un peu comme toi, content malgré tout qu'un club MLS passe. J'en parlais tantôt avec des auditeurs, des fans
du podcast sur les réseaux sociaux. Si cette année, ça peut être l'année de la MLS, on va le prendre, on va se croiser les doigts. Mais Atlanta a, sans dire jouer un gros match hier, a fait ce qu'il avait à faire, tout simplement. On a vu, tu amènes un bon point, puis dans les statistiques, le premier match, quand tu joues un aller-retour, est tellement important. Donc, et surtout pour l'avantage du terrain. Et on a vu un Toronto qui sont allés chercher un but au Mexique, puis ils se sont dit, nous, ils vont pas venir en Floride et puis essayer de venir nous battre en Floride. Puis le terrain est beaucoup plus, on le voit, beaucoup plus étroit. Hein? Ouais. Le terrain était beaucoup plus étroit comparé au terrain de Léon. Et je pense que ça a joué un peu aussi en faveur de Toronto. En faveur de Toronto. Et un Toronto bloc défensif très bas et qui attendait et qui jouait la contre-attaque. Ce qui explique une si forte possession à Club Léon. Et Atlanta, c'est la même chose. Tu amènes le bon point. On n'a pas vu un club qui était venu, mais un club qui était venu pour défendre son avantage qu'il avait au niveau des buts. Et puis en espérant que le match finissait à leur faveur. Et c'est ce qu'on a vu hier de Atlanta. Ouais. Et puis Portland, qui avait besoin de gagner le match parce que le premier match, ils avaient fait 2-2. Tout un match, hein? Les Timbers, là, hier, on s'est parlé hier soir, moi, puis toi, on s'est parlé. Et c'est ça qu'on disait. Richard devait être excité parce qu'on sait que c'est sa formation. Mais tout un match des Timbers, donc qui ont vraiment démontré là, qui était une équipe et avec raison qui aspire au sommet donc du classement de la MLS. Yimi Chara, quand même 3 buts dans cette rencontre-là à la 19e, la 66e, la 36e et la 79e. Donc, c'est vraiment bien. Diego Valeri, 66e et Marvin Loria. Un but, une passe, Diego Valeri. Oui, quand même un excellent match. Et c'est ça, Portland, donc, on démontré hors de tout doute que cette année, il aspirait au sommet de la MLS. On en a parlé à Atlanta, Jürgen Damm qui marque à la 90e minute. C'était un peu plus serré, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils allaient là pour défendre, comme tu dis, une avance. Et c'est ça. C'est ce qui explique. Toronto a joué dans exactement le même mindset aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'ils ont joué un bloc défensif très, très bas et ont concédé la possession à Club Léon. Malgré tout ça, cette possession-là, elle est demeurée stérile parce qu'on n'a pas réussi à percer la ligne de la défensive. Donc, c'est quand même très bien. Et un 4-2-3-1, Toronto, ils avaient des vétérans en arrière, un Gonzalez, un Oro, dans les buts Bono. Écoute, ils ont bien, je pense que l'entraîneur a fait son boulot, a bien mélangé ça avec les jeunes. Puis, on parle de Toronto parce que je mets un peu l'accent sur ça parce que, puis tu l'as dit dès le début de l'ouverture du show, JF, tu as des auditeurs qui t'ont dit que c'est le club B. C'est une équipe qui va venir penser que l'Impact ne pense pas que Toronto va venir et puis qu'ils vont être fatigués. C'est une équipe qui va venir pour débuter la saison, puis de bonnes pieds, et puis ils vont faire face à ça. Et c'est ça que j'ai hâte de voir, quelle sorte d'alignement pourrait avoir Toronto samedi. Est-ce qu'on va utiliser un peu ce même 4-2-3-1-là? Tu le disais. On a quand même relativement beaucoup d'expérience en défensive. On avait Luke Saint dans la défense centrale, un petit peu plus jeune, qui a joué 90 minutes de jeu. Un match quand même, somme toute, bien, mais pas facile. Donc, on peut lui donner une note acceptable. Mais comme je disais tantôt sur les réseaux sociaux, il a quand même réussi, remporté, 0 duel au sol, 0 duel aérien. Donc, ça n'a pas été un match facile, mais à côté, sur un Gonzalez qui pouvait le calmer, le tempérer, le diriger, je pense que ça a fait le travail du côté de Toronto. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour Toronto et on l'a bien fait. L'Union qui également se bat pour une place de choix dans cette MLS-là cette année va s'exécuter là.
Le match était à 20h, donc ceux et celles qui sont en direct avec nous, le match doit être en cours présentement. Mais ça aussi, ça devrait être une belle performance et on risque d'avoir quatre équipes MLS qui vont poursuivre la route. On va en perdre une. Advenant, là, je prends pour acquis que l'Union l'emporte, mais l'Union va jouer contre Atlanta s'il l'emporte. Si je me trompe pas, ou c'est Portland? Je me souviens plus, j'ai perdu. Là, Union, ils jouent contre. S'ils l'emportent, ils vont rencontrer les Timbers, je crois. Oui, exactement, ils vont rencontrer les Timbers. C'est ça, ou c'est Atlanta qui rencontre une équipe. Mais en tout cas, peu importe. Dans l'autre bracket, le gagnant, il y a un des deux gagnants, en tout cas, qui va jouer contre le gagnant de Club America. Et. Exact. Pas Saprissa, mais Club America et CD Olympia. Et le Cruz Azul. Fait que faudra voir tout ce que ça va donner. Cruz Azul, Club America, CD Olympia. Donc, aujourd'hui, il y a ce soir, il y en a un qui a gagné 8-0 aujourd'hui. 8-0, c'est Cruz qui a gagné 8-0 contre Arcae. Et puis plus tard, il va y avoir Club America contre Olympia. C'est ça. Exactement. Oui, l'équipe Arcae, malheureusement, une équipe native de Haïti, donc de Port-au-Prince, de la ville Arcae. Donc, une équipe qui a plusieurs joueurs, c'est des joueurs semi-professionnels, amateurs, donc ils se sont rendus là quand même. Donc, à 8-0, un Cruz Azul, c'est tout à fait normal. Chapeau à eux parce que le premier match, ils ont fait 0-0. Et puis, ils se sont battus tout le long du match. Et puis, là, ils ont fait face à la réalité, qui est tout à fait normale. Puis, comme le Club Marathon aussi, qui a fait face à la réalité hier contre Portland. Exactement, c'est en plein ça. Dans le podcast d'aujourd'hui, on a parlé d'Atlanta, Portland, on a parlé de Toronto, Philly, on va se parler de la CPL. En tout cas, CPL, on parle d'une division 2 à travers tout le Canada. On va se parler bien sûr du CF Montréal qui commence son action samedi face à Toronto. Toronto qui va être fatigué, Toronto qui joue avec un club B, Toronto qui a besoin d'un gars de beige gold pour gagner. On va y battre, sont prenables. Mais tout juste avant, je veux qu'on commence avec Evelyne Vien qui marque pour Canada sélection féminine, en 2 bien matchs. sûr. Et deuxième but en 2 matchs. Canada qui l'emporte encore 2-0, mais pour la suite du podcast, vous devrez être membre BBN. Donc, on poursuit à l'instant avec les membres Arius. On le disait, Evelyne Vien qui l'emporte. Plusieurs sur les réseaux sociaux disaient, est-ce qu'on est au tournant d'une page, puisque depuis l'absence de Sinclair, certains semblaient dire que l'équipe va mieux. Et je crois qu'on est vers un tournant, puis on en avait discuté l'autre fois, la dernière fois qu'on avait eu Laura Chénard et puis James Landé en onde. Et puis le sélectionneur est en train de faire un travail énorme et puis qui est de préparer une équipe pour les prochains Jeux olympiques et puis en même temps aussi pour les prochaines Coupes du monde à venir. Et puis, on voit que maintenant, le football féminin est en plein développement en Europe et à travers l'Amérique du Nord. Et puis maintenant, plusieurs de nos joueuses canadiennes, également, comme tu l'as bien mentionné, JF, Evelyne Vien, qui est en plein développement. Et puis, on voit Fougueux devant le filet. Puis, j'ai vu un peu le match contre les Wells. Et puis, on voit que les jeunes joueuses sont très techniques, sont très vives, sont très rapides. Et puis, je crois qu'éventuellement, l'équipe canadienne va être une équipe aspirante au grand titre. Puis on en a souvent parlé. Je pense que l'équipe féminine est beaucoup plus proche d'une coupe mondiale que l'équipe masculine. Je pense que oui. Mais je crois qu'en ce moment, le sélectionneur est en train de faire un très bon boulot. Et puis pour revenir un peu au point que tu dis, oui, on est en train de voir un changement, puis une nouvelle garde qui arrive tranquillement. Puis c'est bon pour la santé du foot féminin au Canada. Puis tu sais, c'est un peu dommage quand même avec la carrière qu'a eu
Sinclair. C'est un peu dommage de l'avoir comme quitté sur blessure, si je me trompe pas, et de voir que le club se porte mieux. Tu sais. Ça aurait été le fun de l'avoir partir maintenant, là, que le club a vraiment du succès et de dire, OK, je prends ma retraite avec les grands honneurs, ou en tout cas, je connais pas l'avenir pour Christine Sinclair, mais elle devrait rester dans l'entourage de la formation, pas mal sûr. Ben, je pense que jusqu'à présent, je pense que Sinclair est encore dans l'entourage. Oui, c'est ça. Elle est là. Elle est là. Elle est sur une bonne blessure, là, mais elle va revenir. C'est ça. Puis comme je disais, ben, en ce moment, ben, c'est des matchs friendly et puis c'est des matchs pour permettre aussi à la sélectionneur de pouvoir voir où sont rendus le développement puis du foot féminin au Canada, parce que ça lui permet de voir un peu les joueuses à travers le pays et puis aussi de continuer la structure puis la philosophie qu'elle veut mettre en place. C'est ça, exactement. Fait que ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre tout ça. L'autre sujet que je voulais qu'on parle, Arius, c'est CPL2. On s'en est parlé un peu hier. Tout ça part d'un tweet qui disait que, bon, il y avait eu les réseaux sociaux, hein? C'est ça, il y a une press release, un communiqué de presse, si on veut, pour une division 2 qui serait en ligne cette semaine ou en début de semaine prochaine. Je peux confirmer que TSS, je pourrais pas vous dire c'est quoi, et Highlander sont hors. Tout l'argent qui sont là pour un contrat multi-annuel avec la USL ne peut pas payer les 300 000 de Division 2 de franchise. Et la rumeur pour ces équipes-là, et c'est un peu ça qui est étrange. Donc, on aurait une nouvelle ligue, Division 2, avec deux catégories ou deux associations, conférences, appelez-les comme vous voulez. Mais à l'Est, on a Barrie, Blainville, Thunder Bay, Vaughan, Oakville et Beauport. À l'Ouest, on a Foothill, Sask, Summer Series. Summer Series, yeah. Okanagan, Scottish, BC Tigers et Manitoba. Donc, on se ramasse, Arius, avec, si c'est le cas, on se ramasse avec une des deux qui représente presque plus le pays que le fait la première division, là. Et les deux qui seraient très, très, très compétitives avec la CPL. Moi, quand on s'en est parlé, Jeff, j'ai fait rapidement un peu mes recherches et tout, puis selon mes ressources, en ce moment, la CPL ne vise pas une deuxième division. C'est dans les projets, mais pas à court terme. C'est dans les projets, mais pas en ce moment, pas à court terme. C'est des projets à long terme. Donc, je crois que c'est une ligue qui est encore très, très, très jeune, puis on en a souvent parlé, puis dans nos derniers podcasts, on avait ce sujet-là dans notre... Parce que là, on va entamer quoi, Arius, si je ne me trompe pas, on va entamer la troisième saison en CPL. La troisième saison, exactement. C'est une ligue qui est très, très jeune. Très, très jeune, et puis... Et c'est une ligue qui n'a pas mentionné encore, qui n'a pas encore une équipe dans la province de Québec. Puis on en a souvent parlé. Une ligue financièrement parlant, ils sont encore fragiles. C'est encore très fragile. Puis on en a encore parlé. Et à penser qu'il va y avoir une équipe une ligue de deuxième division quand il n'y a même pas d'académie pour les équipes de la première division, je me questionne comment ce développement-là va se faire. Donc, à partir de là, la ligue n'a jamais rien annoncé. Puis, selon mes ressources, JF, elle n'annoncera rien. Elle n'annoncera rien jusqu'à présent. Et puis, et on a vu que Blainville, Beauport, sinon, Québec Soccer ou les personnes concernées nous auraient fait parvenir un peu les informations.
Donc, c'est ça, exactement. Moi, de mon côté aussi, je me suis fait aller un petit peu. J'ai parlé des gens donc dans l'entourage de Beauport et tu sais, la réponse que j'ai eue, c'est nous autres, on n'est pas au courant, en tout cas. Là. Et tu sais, Beauport fait son intronisation cette année en PLSQ et il est clair que pour Beauport, toute la concentration présentement, elle est là-dessus. Elle est là-dessus, puis à 300 000 puis 300 000 c'est un peu trop cher pour une deuxième division de ligue. Donc, selon mes ressources, encore une autre fois, 300 000 il n'y a personne qui va vouloir mettre une division 2 puis qu'on n'a aucune idée c'est quoi la structure, quelle visibilité qu'elle va nous donner, quels sont les avantages, quels sont les désavantages. Donc, je ne vois pas aucunement une ligue de deuxième division, puis comme tu l'as si bien mentionné, avec presque 8 équipes dans chaque division, qui va être plus que ce qu'on est dans la première division, ça va être difficile de voir ça. Avant de lancer une division 2 en CPL, je me trompe Arius, où va falloir avoir des marchés dans chacune des provinces et territoires et vraiment s'implanter parce que, tu sais, présentement, je regarde l'Impact, CF Montréal, pardon. Je regarde Toronto, je regarde Vancouver. Tu sais, c'est quand même des concessions qui sont en santé, mais je regarde Montréal, c'est pas toujours plein au Stade Saputo. Et je regardais aujourd'hui Houston, pas Houston, mais Austin FC, qui joignent la Ligue cette année en MLS. Ils ont 15 000 billets de saison vendus. Il y en a 15 000 sur une liste d'attente pour avoir des billets de saison. Donc, c'est quand même là un marché qui est comparable un peu à Montréal, je pense, Austin. Je crois, sous toute réserve. Oui. Mais, tu sais, donc, il y a une vibe. Il y a une vibe là-bas. Peut-être le fait que c'est un acteur très connu qui est derrière le projet, Mathieu McConaughey. Fait que peut-être ça a fait un peu aller ses réseaux sociaux, a trouvé ce qu'il fallait, mais tu sais, je sens pas encore de vibe suffisamment forte au Québec pour dire qu'on soit capable de faire vivre et la MLS et la CPL et une division 2. Fait que on n'est peut-être pas rendu là. Moi, je pense qu'on est mieux d'établir la CPL coast to coast et de vraiment l'implanter avant de dire on y va avec une deuxième division. Puis, tu sais, on a déjà la PLSQ, puis je pense que chaque province a quand même un niveau assez élevé. En Ontario, je pense qu'ils ont la Ligue One, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Jeff, si on revient à la base, à la base et à la hiérarchie d'un club de professionnels. Un club de professionnels, selon moi, est supposé d'être au top de la hiérarchie de la pyramide. Donc, CF Montréal, Toronto et Vancouver. Voilà. OK? Ça, c'est la MLS. Mais maintenant, si on revient sous l'échelle canadienne, c'est Pacific, FC Forge, Calgary, Atlético Madrid, etc. Donc, à partir de là, c'est quoi leur rôle, eux? Moi, selon moi, leur rôle, c'est de développer le foot dans le pays, à travers le pays. Pour éventuellement alimenter ces équipes-là. Ces équipes-là, MLS, voilà, à long terme. Même en Europe. Même en Europe, et puis faire grandir la Ligue. Donc, si ces équipes-là n'ont même pas des académies, n'ont même pas un système de développement, comment on va faire pour développer la Ligue coast to coast? La seule équipe là-dedans, pour moi, qui a une académie, selon moi, c'est Atlético Madrid. Oui. Ils savent comment organiser tout ça. Ils ont les moyens financiers pour le faire. Ben parce que c'est un club, premièrement, de l'Europe qui finance le projet. Oui. Donc, à partir de là, on n'a pas vraiment un développement tel quel qui se fait à travers les clubs. Donc, on a vu Wanderers qui a eu une affiliation avec l'association de Nova Scotia, qui essaie de s'impliquer dans la fédération. Mais après ça, les autres, sûrement, parce qu'il faudrait que je fasse plus de recherches, mais il faudrait mettre en place des académies, puis par la suite, là, ça va attirer, ça va faire financer des projets et par la suite, on va pouvoir dire, ben là, on est rendu une ligue complète.
Et là, la CPL, au moment où on se parle, ne peut pas signer d'entente. Tu parlais de pas Pacifique, mais Wanderers, qui ont une association. Les clubs ne peuvent pas signer d'association avec des clubs MLS. Ça, c'est clair. Il peut y avoir 5 prêts, mais on ne pourrait pas être une filiale, par exemple, du CF Montréal ou du Toronto FC ou du Vancouver. Non. Alors, on n'a pas le choix. Faut qu'ils se développent. Il faut qu'ils se développent. Et à long terme, qui va en gagner? C'est les joueurs canadiens, c'est nos athlètes. Ouais. À partir du moment où on va s'occuper du développement de nos joueurs. Tantôt, tu parlais à Arius de Atlético qui sont fort possiblement au sein de la CPL, la formation qui a la meilleure structure présentement. Oui. Je pense que c'est vrai. Mais Atlético sont pas là pour le fun et pour jouer au ballon. Ils sont là pour la business, pour la vision à long terme, pour la formation. Et c'est pas Soccer Canada qui va bénéficier des retombées d'un investissement d'Atlético ici. Donc, tu sais, on avait l'OL qui était dans des rumeurs à un moment donné que ça serait l'OL qui investirait pour le club, l'Olympique Lyonnais qui investirait pour le club au Québec. Mais là, si toutes les équipes européennes viennent en CPL prendre chacun une formation, à long terme, on n'est pas plus gagnant. On n'est pas plus gagnant, puis on en a souvent parlé. Si on n'est pas capable de faire notre propre développement, c'est sûr que les joueurs vont vouloir aller ailleurs. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Puis on le voit aussi, et même au niveau de la MLS, les jeunes joueurs américains, les top, ben, ils veulent laisser la MLS pour aller jouer en Europe. Et parce qu'ils croient qu'ils vont se développer un peu plus vite, puis ils vont avoir peut-être une carrière un peu plus longue à cause de leur développement, à cause de ce qu'ils vont avoir vécu. Donc, j'ai vu un peu aujourd'hui, je regardais un peu un petit documentaire depuis l'élimination des Américains pour les Jeux olympiques. Tu sais, moi, j'en ai pas entendu, on en a souvent parlé, on n'a pas entendu parler de ça ici, tant que ça ici au Canada. Mais aux États-Unis, ça a fait quelque chose de grand. Et puis, aujourd'hui, on dit que les gens qui sont en position, même question technicien, ont pris des décisions politiques qui nuisent au développement du foot. Donc, politiquement parlant, peut-être qu'il y a des joueurs qui ont été sélectionnés dans cette équipe qui n'auraient pas dû être, mais ils ont été sélectionnés parce qu'il y a de la politique qui se fait. Donc, en ce moment, je crois que c'est un peu la même situation qu'on vit ici au Canada, un peu au Québec. Il y a un peu trop de politiciens dans notre développement qui fait qu'on a de la misère à vraiment mettre le doigt sur le bobo puis dire comment on va faire pour développer nos joueurs à travers le pays et puis avoir un bon produit et puis qu'éventuellement à long terme, mais que c'est nous qui en bénéficie. Puis tu sais, c'est ça. Arius, dans tout ça, la MLS est quand même le plus haut sommet qu'on peut atteindre. Le plus haut sommet. Au Canada. Sinon, là, il y a peut-être là, en Amérique du Nord la Liga MX qui est encore peut-être un petit peu plus forte que la MLS. Et bon, on parle peut-être éventuellement d'une fusion méga Ligue MX ou en tout cas qui inclurait la MLS. Mais ça, c'est pas fait encore. Donc, si on prend le modèle de la MLS, est-ce que c'est un frein pour le développement de nos joueurs? Parce que tantôt, on disait justement, les jeunes joueurs, là, ils veulent pas jouer en MLS. Ils veulent aller jouer avec le Bayern, ils veulent jouer avec le PSG parce qu'ils ont vu Neymar et Mbappé aujourd'hui. Et tu sais, ils veulent jouer avec les grosses formations. Ils veulent jouer avec Messi dans ces circuits européens-là. Et clairement, le modèle d'affaires gagnant pour la MLS, c'est de prendre des jeunes joueurs, les former, les vendre. Donc, on ne veut pas que ces joueurs-là, au sommet de leur art, demeurent en MLS. Donc, on va toujours être appelé à être, sans dire un sous-produit, mais à être un produit inférieur au soccer européen parce que
on envoie le talent là-bas, mais les équipes de la MLS n'ont pas le choix, c'est ça le modèle. S'ils veulent faire de l'argent et être rentables, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ils achètent un joueur à 2 millions, ils vont le vendre à 6. Là, avec les 6 millions, ils vont racheter des joueurs. Donc, tranquillement, pas vite, c'est comme ça qu'ils vont upgrader. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas 3-4 joueurs de premier plan qui vont dire « Moi, je reste au Canada. » Tu sais, moi, je pense que la MLS, pour te donner un exemple clair, progresserait beaucoup plus vite si Alphonso Davies et Jonathan David diraient « Regarde, moi, je suis Canadien, je veux jouer en MLS chez nous. » Mais je comprends leur désir. Je comprends très bien leur désir d'aller s'éclater en Europe. C'est là. Mais la journée où on va être capable de garder ces joueurs-là chez nous, avec les grands joueurs américains, c'est-tu là qu'on va réussir à aller chercher un gap justement sur ces ligues-là européennes? On dit souvent la MLS, il faut qu'elle se rapproche du top 5 des ligues européennes. Puis pour se rapprocher du top, puis pour se rapprocher du top 5 des ligues européennes, il ne faut pas aller chercher des joueurs en fin de carrière. Il faut aller chercher des joueurs en début de carrière. Très jeunes. Très jeunes, comme un Brainer. Sunusi Ibrahim qui pourrait être exactement, voilà. Donc, une belle pépite, donc. Et voilà. Fait que quand les clubs de la MLS vont commencer à aller chercher des jeunes prodiges qui vont faire des transferts de, je sais pas moi, 15-20 millions pour des jeunes prodiges, là, on va commencer à considérer la MLS. Parce que c'est ça la business, en fait. Donc, puis ce jeune prodige-là, éventuellement, ben, la MLS va pouvoir le revendre à un grand club historique mondialement qui est le FC Barcelone ou le Real Madrid ou la Juventus. Exactement. Et puis qui va enrichir encore plus la crédibilité de la MLS. Je pense que c'est comme ça éventuellement quand une ligue est formée, ben éventuellement les ligues. C'est comme ça qu'elle grandit. Oui, c'est comme ça qu'elle grandit. Puis avec l'autre chose, quand elle commence à avoir des clubs qui ont certaines dynasties, comme si on regarde dans la Liga, on a Real Madrid, on a Barcelone, on a un Atlético Madrid. Donc, ces clubs-là ont des histoires. Ils ont des histoires derrière l'existence. Et si on regarde en Angleterre, Manchester United, Liverpool, ils ont des histoires derrière l'existence. Donc c'est tranquillement, je pense que comme les Galaxy qui a une historique quand même dans la MLS. Oui, c'est avec sûr. 5 MLS Cup, tu comprends? Qui attire des grandes vedettes. Voilà. Et c'est ça qu'il faut créer parce que je donne l'exemple, tantôt on parlait de jeunes pépites comme Brenner. Si le FC Cincinnati prend Brenner là, mais qui reste dans les derniers rangs du classement et que finalement ils sont obligés de leur vendre parce que là, ça marche plus financièrement, ben c'est pas à l'avantage du FC Cincinnati à long terme parce que c'est pas ça qui va les convaincre de jouer. Mais si des équipes comme Portland, Seattle, même l'Union gagnent des championnats MLS 3-4 années, font des bons bouts de chemin en CONCACAF, c'est là, je pense, qu'on va donner le goût aux jeunes joueurs. Puis souvent, tu sais, je me disais, ouais, mais Montréal n'est pas un marché qui est invitant pour les jeunes joueurs parce que, bon, on parle en français, on a de l'argent canadien, on a, tu sais, il y a de la neige. Plein d'avantages et des avantages, oui. Exactement, mais en fait, si au moment où on se parle, le CF Montréal a avancé énormément en CONCACAF, que ça fait 5 ans en ligne qu'on est champion MLS, qu'on parle français, qu'on parle anglais, le ballon, c'est un langage universel. Universel. Tu sais, tout le monde va venir, là. Tout le monde va venir, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de comprendre comment la culture du foot est liée dans chaque nation, dans chaque pays, dans chaque ville. Et puis, ici à Montréal, on a une culture très particulière au Québec. Et puis... et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup reproché un peu à l'Impact de Montréal. Je pense qu'on a manqué ce côté-là. On a manqué à être très proche de la communauté, culturellement parlant.
qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas cette identité-là. On n'a pas cette identité-là qui est assez profonde. Exactement. Et voilà. Juste pour soutenir les propos d'Arius, si vous êtes, parce que je sais qu'on attire des gens qui commencent à s'intéresser au soccer puis qui commencent à suivre, mais quand on parle d'identité, prenez le temps. Regardez samedi prochain, le CF Montréal va jouer un match contre Toronto, c'est très nord-américain. Écoutez le match. Ensuite, écoutez un match de la Bundesliga, par exemple, puis un match de la Ligue 1. Vous allez voir que peu importe la qualité des équipes sur le terrain, c'est trois complètement différents. Trois styles complètement différents. Donc, on a donné une saveur. Ici, on a une saveur nord-américaine qui est peut-être plus physique, plus intense. Et c'est normal parce que on est dans... qu'on le veuille ou non, on est dans un endroit où, un climat, c'est ça, où le hockey a précession sur tout. Donc, le football américain. Exactement. Donc, on arrive au soccer, c'est le fun, un plaquage, ça serait le bien. Si on pouvait, on mettrait des balles. Oui, tu le dis bien. C'est exactement ça, exactement. Si on pouvait, combien de fois, moi, j'ai entendu les entraîneurs... envoie-le dans le fond. Envoie quoi dans le fond? C'est pas une patte que tu vas envoyer dans le fond pour que tu ailles plaquer le gars, là. Non, c'est vraiment comme ça. On a donné une saveur nord-américaine à notre sport. On s'en va en Bundesliga, ben c'est complètement différent. Puis on s'en va en première ligue ou en Liga, peu importe. C'est un autre style. Un autre style, tout à fait. Mais c'est ça, donc, ce que tu disais, c'est que le CF Montréal, puis c'est peut-être pour ça justement qu'on fait le rebranding qui fait pas l'affaire de personne, c'est qu'on n'a jamais réussi, malgré plusieurs années, on n'a jamais réussi à s'implanter au sein de la communauté. Je suis pas sûr que c'est le nom, je suis pas sûr que c'est les couleurs, je suis pas sûr que c'est le gilet. Je pense que c'était structurel chez l'organisation. Est-ce qu'on aurait pu tout remodeler à partir de l'intérieur? Sûrement. Mais quand même, rien à enlever à cette famille-là qui a investi leur argent. Énormément. Et pour donner un sentiment d'appartenance à la communauté montréalaise, communauté québécoise. Et puis, je pense qu'il y en a des gens qui sont attachés à l'ancien Impact de Montréal. Ben oui, parce qu'à voir toutes les critiques sur les réseaux sociaux, clairement, il y avait un attachement. Voilà, clairement, il y avait un attachement. Et maintenant, aujourd'hui, je pense que le club était passé au temps que de se dire, puis M. Guillemot, il l'a bien dit, c'était le temps de renouer avec un nouveau public. C'est ça. C'est correct. Et puis c'est correct. Et puis moi, je te garantis que puis c'est là que je te disais, on est très particulier, nous autres, les Montréalais, les Québécois, que cette équipe commence à gagner. On va tout oublier le rebranding, là. Moi, je le sais très bien, c'est comme ça on est. Ben oui, on est très émotif, puis on n'a pas de mémoire. Fait que ça va être très court. C'est pareil comme la politique. Mais exactement. C'est juste ça qu'il faut au CF Montréal, c'est de connaître du succès, mais surtout de le soutenir. Là, l'an passé, on est rentré en série par la peau des fesses. Si on pouvait entrer en série cette année et faire l'an prochain encore un meilleur bout de chemin, je pense qu'on oublierait tout ça. Puis tu sais, il y en a qui sont froissés dans la nouvelle approche du CF Montréal qui, selon moi, veut attirer du public et pas nécessairement des fanatiques de soccer, tu sais. Puis là, c'est à eux qu'on s'est adressé dans le passé. Puis là, c'est pour ça qu'ils sont fâchés qu'on s'adresse à d'autres mondes. Mais en vrai, la fanbase dure, je pense que elle est là, c'est elle qui soutient l'Impact, qui soutenait l'Impact, maintenant le CF Montréal. Donc, on veut sortir de ça pour agrandir les horizons puis le potentiel. Parce que, tu sais, on dira ce qu'on veut, mais peu importe ce que les gens voudront bien affirmer, c'est pas vrai que l'Impact de Montréal a eu une croissance phénoménale au cours des dernières années. Puis là, quand tu vois des clubs comme Atlanta qui vend tous ses billets comme des petits pains chauds, Austin qui a une liste d'attente de 15 000 personnes pour acheter des billets de saison, à un moment donné, tu te remets en question. Ça prend un repositionnement, c'est ce qu'on fait. Je suis d'accord avec toi, entièrement. Et puis, mais
Puis l'autre chose, c'est que c'est sûr que les marchés sont différents. Tu parlais d'Atlanta et tu parles de Montréal, le marché est complètement différent. Côté de population aussi, et côté culturel aussi. Donc, à partir de là, l'impact, où est-ce qu'ils ont manqué? Et moi, encore une fois, moi, je vais parler en tant que technicien, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu un produit local sur le terrain pour dire qu'il nous représentait vraiment. On commençait avec un Balou Tabla, mais c'était pas qui arrivait de l'académie et tout. Et puis qu'on croyait qu'il pouvait être un bon produit et qu'il pouvait devenir une vedette éventuellement, et puis que plusieurs jeunes se voient à travers un Balou Tabla. Donc, je pense que c'est un peu ce côté-là, je pense, l'impact au niveau du développement. À négliger, c'est ça. Oui, à négliger. Et puis, on a vu un Anthony Jackson Hamel qui a passé à côté, qui est un produit local. Maintenant, les nouveaux jeunes qui arrivent, espérons ces jeunes-là vont devenir des titulaires et puis des joueurs très importants dans le club, et puis qu'on va pouvoir se référer à ce club-là de cette façon-là. Je l'ai souvent dit dans le passé que moi, oui, je vais aimer l'Impact, je vais toujours aimer Montréal parce que c'est ma ville adoptive. C'est notre club et tout. Mais en même temps, j'ai besoin de me référer à un joueur. C'est ça. Et là, présentement, on a Samuel Piette, puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, voilà. Et c'est pour ça que tout le monde, si on fait un sondage populaire, c'est pour ça que tout le monde voit Samuel Piette comme étant le capitaine de cette formation-là. Ça n'a rien à voir avec ses attitudes de leadership. Les gens s'identifient à Samuel Piette. Samuel Piette, tu l'as bien dit, c'est un Québécois qui est source de la maison, et puis les joueurs se réfèrent à un Samuel Piette. Puis les gens se réfèrent à un Samuel Piette. Donc, à partir de là, je pense que l'Impact a beaucoup manqué là-dessus. Aujourd'hui, Toronto FC, il y a plusieurs joueurs qui viennent de l'académie. Puis aujourd'hui, le jeune Rizzo sur le terrain, 18 ans, là, à côté de Bradley, je pense qu'il a bien été dirigé avec le Bradley. C'était formidable à voir la performance aujourd'hui de ce petit jeune-là au milieu de terrain, à côté de Bradley, pour aller chercher la victoire aujourd'hui contre Léon. Donc, tu dis, OK, Toronto, pendant 9 ans, ils ont souffert être dans la cave, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont appris comment gagner. C'est ça. Et Priso, là, tu le dis, 18 ans, né le 1er août 2002, il arrive directement du TFC 2. Voilà. Et il est sorti donc un produit homegrown de l'académie du TFC directement. Donc ça, c'est une super nouvelle pour eux autres. Super nouvelle pour eux autres. Et c'est ça qu'on attend, nous, du CF de Montréal. Moi, personnellement, c'est ça que j'attends du CF de Montréal. Et je me trompe-tu ou la meilleure chose qui pouvait arriver au CF Montréal, ça serait que cette saison-ci, Balou, il explose parce que... Ben oui. Oui, on s'identifie à Samuel Piette, c'est sûr. Mais par contre, on s'identifierait davantage à un joueur à caractère offensif qui a le rôle de marquer des buts. Donc, ce qu'on aimait, et c'est pour ça, je pense que les gens aimaient bien Anthony Jackson Hamel, c'est que les premières années, il est rentré, il marquait. Okay. Donc, les gens se voyaient dans cette dynamique-là. Exactement, dans cette dynamique-là. Donc, ce qu'on veut, c'est ça. Et je pense que Montréal doit trouver un moyen de produire des talents offensifs pour réussir à justement créer des joueurs issus de son académie qui vont à laquelle les gens d'ici vont s'associer. Les gens d'ici. Et veut pas, là, si on s'en rend compte, la perte d'un capitaine comme Patrice Bernier, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, t'as pas préparé. C'est comme l'Impact. C'est comme aujourd'hui, on voit, on critique beaucoup les Canadiens de Montréal par rapport à, on n'a pas pu remplacer les Guy Lafleur, les Maurice Richard, exactement. Les Jean tout le monde qui marquait les buts. Mais donc, qui étaient des Québécois de source, et puis que le peuple se référait à ces gens-là. Ben donc, oui, c'est clairement ça. C'est ça. Donc, c'est une logique qui est claire, et puis je pense que l'Impact devrait... je pense qu'ils sont partis sur la bonne voie, puis les jeunes comme Balou Tabla et puis Broguillard, puis
et Pantémis et le reste. Espérons qu'ils vont pouvoir faire la différence cette saison et puis pour qu'on commence plus à s'identifier à ce club-là. C'est vraiment ça, tu sais, parce qu'on l'a fait pour un Patrice Bernier. Puis justement, Patrice, c'était pas une machine à marquer des buts nécessairement, mais il avait cet apport-là offensif. Et tu sais, si je regarde, il avait marqué 2 buts à cette dernière année en 2017. 2 buts en 2015, n'avait pas marqué en 2016, avait pas marqué en 2014, avait marqué 4 buts en 2013. Donc, on n'a pas besoin d'un joueur qui va marquer constamment soir après soir, mais d'amener une étincelle offensive. C'est ça, exactement. Parce que c'est dur. Samuel Piette, là, pour quelqu'un qui suit le soccer comme moi pis toi, Arius, c'est le fun de le voir jouer dans sa position. Puis souvent, il fait des jeux qu'on va dire c'est des jeux importants. Mais pour quelqu'un qui suit pas trop le soccer puis qui commence, c'est pas un poste le plus enlevant, là. Demi-défensif, c'est pas le poste le plus étincelant, mais c'est un des postes, selon moi, le plus important au sein d'une formation. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas lui qui noircit la feuille de pointage, donc ça fait mal. Hein. Ça fait mal, et puis quand tu vends les billets, mais le petit jeune qui veut aller voir le CF de Montréal, il veut aller voir Didier Drogba qui marquait des buts, Marco Di Vaio, c'est ça. C'était eux autres qui marquaient des buts, donc c'est eux autres qui voulaient aller voir. Ben oui, c'est carrément ça. Puis moi, je me souviens, les premiers matchs que j'ai amené mon garçon Cédric voir des matchs, ça a tout le temps été contre des grands joueurs. Par exemple, quand David Beckham est venu, Cédric et papa, on va voir David Beckham. On n'allait pas voir l'Impact, on allait voir David Beckham. C'était ça, là. Mais tu sais, on a fait pareil pour Drogba. Tu sais, les gens, est-ce qu'ils allaient voir l'Impact ou ils allaient voir Drogba? Tu sais, Drogba. Je pense qu'ils allaient voir Drogba. Je pense qu'ils allaient voir Drogba. Je pense que oui. Donc, c'est ça. Il faut des joueurs québécois pour qu'on s'identifie à tout ça. Et il faut qu'on voit plus loin, puis il faut que les gens qui sont au niveau du développement du foot à travers le pays, à travers les provinces, à travers les villes, doivent arrêter de faire de la politique qui nuit au développement de ce sport-là. Et puis les Américains qui sont un pays encore avec 300 millions de personnes. Aujourd'hui, Bruce Arena le dit. Bruce Arena a été un des derniers entraîneurs avec Klinsmann qui a amené les États-Unis très loin à la Coupe du Monde. Donc, je peux te dire que la politique, dans toute autre chose, nuit au développement, des fois, de beaucoup de choses. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Et il faut laisser le sport pour le sport. Ça va prospérer. Ouais. CF Montréal, ça débute samedi. Belle saison. Gros belle match. Saison qui s'en vient. Gros match pour partir ça. Toronto FC qui sera visiteur à cette occasion-là. Demain, on aura la chance de discuter demain après-midi avec Wilfred Nancy qui s'adresse aux médias. Donc, on va savoir un peu plus de détails sur son plan de match pour le match de samedi. Oui. On ne connaît pas la condition dans laquelle Toronto va se présenter. Présentement, on le disait, Toronto a joué aujourd'hui avec une formation peut-être plus plan B. Est-ce que plusieurs joueurs seront de retour samedi? Est-ce qu'il va en manquer pas mal? Est-ce qu'il y en a qui ont joué aujourd'hui qui vont avoir des petits bobos à réparer? C'est dur d'évaluer exactement de quoi aura l'air la formation de Toronto, qui évolue cette saison avec un nouvel entraîneur-chef, il faut le dire également, qui n'auront pas tout cassé finalement face à Lyon, mais qui auront fait le travail pour s'assurer d'avancer à la ronde quart de finale. Donc, quoi qu'il en soit, malgré que j'aimerais une grosse victoire du CF Montréal, ça ne sera pas une équipe facile à battre, on va se le dire d'avance. Ça ne va pas être une équipe facile à battre. Et je souhaite que Montréal rentre dans ce match-là avec beaucoup d'énergie. Et de conviction. Et de conviction aussi, parce que je peux t'assurer que
ils vont faire face à un Toronto FC organisé, structuré. Je pense qu'ils ont pris, on voit que c'est une équipe qui a déjà pris une bonne forme physique là, de match, des formes de jeu, sur le jeu. Donc, 2 matchs de la Champions League déjà dans les jambes, plus 2 matchs. Est-ce qu'ils vont être fatigués? Moi, je pense qu'ils vont être dans un bon momentum, pas fatigués. Parce que, tu sais, la fatigue quand tu joues des joueurs en fin de carrière. Donc, c'est ça, le fait que Toronto joue avec son club B. Je regarde aujourd'hui, là, Priso, 18 ans, Okello, 20 ans, Schaffelberg, 21 ans, Seth, 20 ans, Perusa, 20 ans, Dorsey, 22, tous des joueurs de l'académie du TFC. C'est des joueurs qui en veulent, c'est des joueurs qui veulent en manger, puis c'est des joueurs qui sont relativement en très bonne shape et qui ont l'avantage donc de récupérer assez rapidement. À 20 ans, là, tu sors d'un match, un petit bain avec de l'eau et de la glace, puis on est prêt, on est reparti. T'es prêt là, t'es prêt pour un deuxième match, donc surtout si t'es en pleine forme. Mais tu l'as bien dit, et puis un autre point qui est important, ces jeunes-là ont des minutes dans les jambes et ils viennent de jouer un gros match important, CONCACAF. C'est ça, c'est des minutes de qualité. C'est des minutes de qualité. Donc, c'est des jeunes que peut-être qu'on va voir commencer et même monter durant le match contre l'Impact. Et puis, je pense que présentement, Toronto a un avantage parce que c'est une équipe qui a eu le temps de jouer plusieurs matchs ensemble, puis qui a eu le temps de structurer un peu la chimie du jeu, le chimie qu'ils vont retrouver, la philosophie de jeu sur le jeu. Donc, tandis que l'Impact n'a pas vraiment joué un match vraiment officiel. Mais non, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, 2 matchs contre Lyon pour Toronto, ça n'a rien à voir avec un match contre les Roadies, puis... voilà, exactement. Regarde, je me souviens même plus du nom de l'autre formation. Fait que, tu sais, ça en dit long, là. Mais exactement. Tout ça pour dire que les matchs pré-saison, on va le dire comme ça, même si c'est des matchs qui comptent parce que c'est des matchs CONCACAF, mais la pré-saison de Toronto FC aura été de plus grande qualité pour le développement et la mise en forme que le parcours qu'a fait le CF Montréal à venir jusqu'à maintenant. Puis, je peux te dire une chose, les joueurs, les vétérans qui sont avec Toronto, c'est des joueurs internationaux, c'est des joueurs qui ont des caps, plus de 40 caps. C'est des joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde. Donc, c'est des joueurs qui savent, avec l'expérience, qu'on traite différemment aussi, GF, pour ceux qui ne savent pas. Puis moi, je connais un peu ce niveau-là. Et on gère très bien l'énergie d'un Bradley. On gère très bien l'énergie d'un Altidore. On gère très bien l'énergie d'un Pozuelo. Parce qu'on sait que c'est des joueurs qu'on a besoin tout au long de l'année et puis sont un peu plus âgés et on doit gérer l'énergie sur le terrain. Puis c'est pour ça qu'ils sont bien entourés. Toronto FC sont très bien entourés avec des jeunes joueurs qui vont pouvoir leur donner des 90 minutes à tous les 2 matchs ou à tous les 3 matchs. Et je me souviens, la saison dernière, il y a un auditeur qui m'avait fait la remarque. Tu sais, Jeff, as-tu remarqué que à Altidore, quand il parle le ballon, c'est rare qu'il revient, mais... Qui revient. je pense pas qu'on veuille. Je pense pas que ce soit ce qu'on veut. Justement, quand tu parles, on calibre son énergie. Ben, c'est notre joueur de pointe. Il est là, il va en avant. Donc, prends pas de course où tu sais que tu vas arriver deuxième. Ça sert à rien. On va le laisser aller au joueur qui va être en couverture, qui va être capable de le prendre. Fait que, tu sais, c'est vraiment de calibrer comme ça. Puis, exemple, aujourd'hui, on a vu à certains moments dans le match aujourd'hui un Bradley rester puis pousser le jeune Prizo vers l'avant dans le milieu de terrain. Donc, lui, il restait au milieu de terrain, il s'assurait de garder le contrôle en arrière puis que son équipe reste organisée défensivement et puis de laisser le jeune s'exprimer. Donc, c'est ça, un vétéran qui gère un jeune à côté de toi puis qui laisse le jeune jouer puis qui lui met pas non plus dans une situation où est-ce que... parce que, tu sais, sur le terrain, des fois, Jeff, pour les auditeurs qui écoutent puis qui jouent au ballon,
des fois, là, ça peut être intimidant de jouer avec un joueur comme Bradley quand tu es un jeune joueur qui monte sur le terrain. C'est sûr. Parce que Bradley, il veut le ballon. Il veut s'assurer que tu ne fais pas des erreurs que lui, il ne fera pas quand il avait ton âge. Et c'est ça exactement. Quand on voit, par exemple, en défensive centrale, un Joel Waterman qui a la tâche ce soir d'affronter un certain Zlatan qui va être en pointe, c'est un idole de jeunesse. Là. Voilà. Fait que, ça devient difficile de faire ce travail-là. Et ils doivent être professionnels et réussir à le faire, puis ils le font relativement bien normalement. Mais tout ça peut jouer. Et c'est là, tantôt, je parlais justement de la défensive de Toronto, où je disais qu'il y a un défenseur central avec plus d'expérience qui avait calibré l'autre. C'est exactement ce qu'il faut. Et c'est pour ça que des fois, je me demande, est-ce que ça va pas faire mal cette saison au CF Montréal, l'absence de, par exemple, un Rod Fanny qui peut jouer le rôle de grand frère puis dire aux jeunes, OK, on se calme, tu sais, temporise. Le joueur, des fois, tu as juste besoin de se parler dans l'oreille, tu as juste besoin de, tu sais, sans le tacler, tu peux accrocher en arrière de son soulier, tu sais. C'est ça. Non seulement rentre dans sa tête, puis tu vas gagner ton match. Tu vas gagner ton match. Mais non seulement ça, Jeff, tu amènes un bon point. Le Rob Fanny qui a l'expérience de savoir quand tacler, quand ne pas tacler, mais tu as aussi, puis on en a parlé aux dernières fois qu'on a parlé du CF de Montréal, tu as aussi l'expérience de la Ligue. Si tu n'as pas l'expérience de la Ligue, ça aussi, ça peut faire mal. On parle de la physicalité de jouer dans cette ligue-là. Ça peut te faire très mal si tu ne la connais pas, quand tu n'as pas l'expérience. C'est définitif. Puis donc, moi, le CF de Montréal est très jeune. C'est ça. Moi, c'est le point. Il y a 2 points qui me font peur cette saison pour le CF Montréal. C'est la jeunesse, parce que je pense qu'on ne l'a pas suffisamment accouplé à de l'expérience. Donc, on est jeune à plusieurs postes. En défensive, si on va être franc, on a Camacho qui a de l'expérience. Sinon, on est assez jeune. En défensive centrale, pas en défensif, mais au milieu défensif, ben on a Piet qui commence là, à bien connaître la Ligue. Tu sais, Wanyama qui s'est Il y a Meller aussi. Il y a quand même le nouveau arrivé Meller qui connaît la Ligue. Oui, c'est vrai, exactement. Callum Miller, je l'avais oublié celui-là. Puis, tu sais, ben là, en avant, on a des jeunes beaucoup. Il y a Kyoto, oui, qui connaît la Ligue, mais sinon, là, on est quand même peut-être Mason Toy. Mais sinon, là, c'est soit des gars d'en dehors ou soit des jeunes. Puis, tu sais, Mihailovic, oui, a une certaine expérience avec le Fire de Chicago, mais demeure quand même un jeune joueur. Là. Souvenez-vous qu'il a évolué avec les U23 de la sélection américaine. Donc, c'est ça. C'est quand même une très jeune formation. Donc, ça peut faire mal. Et pour les plus âgés, ben souvent, on est allé les chercher justement dans des pays étrangers. Donc, c'est des joueurs qui n'ont pas nécessairement de connaissance de la MLS et de la réalité de jouer en MLS, qui feront leur première expérience samedi. Parce que je ne considère pas que le match contre les Roadies puis l'autre d'avant est représentatif de ce qu'ils vont voir cette saison. Ça, c'est des matchs de mise en forme. C'est vraiment ça. C'est des matchs de mise en forme, c'est des matchs pour huiler la machine un peu. Et puis, pour reprendre les automatismes. Ben, c'est ça, exactement. Trouver les réflexes. Voilà, exactement. Mis en certains duos de joueurs. Exact. C'est ça que tu veux cerner, puis c'est à ça que ça sert. Mais, voilà. Tu sais, si je regarde justement les propos, je l'ai-tu ici? De Nancy, je l'ai vu, je pense qu'il y en a mentionné qu'il y a une couple de choses de ça. Les propos de Wilfred Nancy, tu sais, ce qu'il disait, c'est que on veut voir les automatismes se créer entre les joueurs. Puis, il y a à peu près que ça que tu peux évaluer dans ce genre de match-là. Exact. Parce que c'est pas le niveau de la MLS. Non, puis en plus, à cause que tu as un squad,
un squad un peu plus avec un peu plus de profondeur. Fait que tu veux voir tout le monde jouer. Donc, c'est pas tout le monde qui a le même temps de jeu. Donc, dans le fond, c'est pas tout le monde qui a un temps de jeu de match réel, compétitif. Donc, c'est sûr que, bon, le préparateur physique, je suis sûr qu'il a fait son boulot. S'assurer que les gars sont en bonne forme pour pouvoir compétitionner pendant 90 minutes. Mais l'Impact de Montréal devrait être une équipe moi, personnellement, une équipe très patiente. Et puis, en même temps, devrait rester dans son plan de match selon ce que le coach va dire pour pouvoir avoir du succès pour aller chercher le match. Parce que sinon, je pense que l'avantage aussi que l'Impact a, c'est que s'ils ont l'occasion, le staff peut regarder le Toronto jouer, les 2 derniers matchs qu'ils ont joués contre Léon, pour pouvoir analyser un peu. Ouais, ils vont avoir un peu de data, ce que voilà, Toronto n'aura pas. Ce que Toronto n'aura pas la chance d'avoir eux de leur côté parce que les matchs n'étaient pas présentés pour Toronto, pour le CF Montréal. Et on ne se le cachera pas, le CF Montréal devient très dur à évaluer à ce moment-ci parce que tu ne peux pas te fier vraiment à ce qui s'est passé la saison dernière. Tu ne peux pas analyser. La formation a tellement changé. Voilà. Que tu n'as à peu près pas de données. Donc, tout ça fait en sorte que samedi, le ballon va être rond pour tout le monde. Samedi, le ballon va être rond. Et puis, les 15 premières minutes vont être importantes pour le CF de Montréal. Et c'est ça qui va dicter le match, JF, parce que dans le foot, dans le langage jargon du foot, les 15 premières minutes sont primordiales. Sont tout le temps primordiales. Et toi, Arius, dans ton thinking, demain matin, je te mets derrière la balle à la place de Wilfred Nancy. Les 15 premières minutes, tu le veux jouer avec un bloc très haut pour les surprendre ou très bas, jouer la possession pour évaluer justement comment se comporte ton équipe? Moi, je pense que je variais un peu de variant là-dedans. Parce que pour un peu tester un peu la défensive, techniquement, qu'est-ce qu'ils sont capables, et puis aussi pour leur faire comprendre qu'on n'est pas une équipe qui va venir vous respecter et puis vous attendre et puis encaisser des buts, puis encaisser tout le long la possibilité de défendre. Parce que je pense que c'est important que le CF de Montréal montre son identité tout de suite. Puis je pense que c'est Wilfried Nancy veut montrer une identité à cette équipe-là. Et puis les 15 premières minutes, je pense que ça doit être un variant. Moi, personnellement, en tant qu'entraîneur, je mettrais un variant là-dedans. C'est sûr qu'il y a des moments que je demanderais un bloc plus haut, un peu plus agressif à un certain moment. Si l'adversaire fait une passe en retrait ou une passe parallèle, à ce moment-là, je demande à mon bloc d'être un peu plus agressif. Mais moi, je te dirais, il faudrait un variant parce que ça peut faire mal aussi. Parce que là, si tu es trop agressif, mais une équipe expérimentée comme Toronto peut te faire mal dès le début. C'est ça, parce que là, tu ouvres le jeu, puis puis c'est fini. Tu peux te faire prendre entre les lignes. Exactement, puis, exactement. Après, eux autres vont parquer le bus, puis là, essayent de revenir. Là, ça va être plus difficile parce qu'ils ont l'expérience de le faire et toi, tu ne l'as pas encore, tu dois l'acquérir. Exactement. Donc, ça va être pas facile. Ça va être de toute beauté. J'ai vraiment hâte. Fait que samedi, gang, on va être là. Dimanche, on va analyser les matchs. Donc, dimanche, on va être là. Samedi, j'essaie de me réserver, gang, soit un avant-match, soit un débrief d'après-match. Je vais essayer de regarder ça. Le match est à 2h, si je me trompe pas, au beau milieu de l'après-midi. Donc, il y aura sûrement moyen. Avant de terminer, c'est 0-0 entre l'Union et le Deportivo Saprissa. On est à la première demi, dans la pause de la demi. Ouais. Donc, c'est ça que tu disais. Fait que si Union gagne, Union va affronter Atlanta. Je vais essayer d'aller le rechercher parce que il me semble qu'on l'avait dans le show d'hier. Podcast BBN. Je vais essayer d'aller chercher. Si Union gagne, ils vont affronter Atlanta. Et si Timbers, si Olympia ou America gagne, ils vont affronter Timbers. OK. Quelque chose comme ça. Puis là, je m'en Toronto FC, eux, ils vont affronter Cruz Azul. Ouais. Ça ressemble à ça. Ouais. Columbus, eux, ils vont jouer contre
Je vais essayer juste quand même de trouver le schéma officiel. Le bracket CONCACAF. Le bracket, c'est ça que je cherche, là, mais je l'avais tantôt et je sais pas ce que j'ai fait avec. Je le trouve pas. Mais en tout cas. Si tu vas sur le site MLS, il est là déjà. Hein. Sur le site de la MLS ou de la CONCACAF? Ouais. MLS. OK. Il est juste devant, il est juste là. Tu cliqueras sur News. On va aller chercher ça. Pour les auditeurs qui veulent aller le voir aussi, okay. si vous allez sur le site. Je l'ai. Voilà. Donc, on va aller chercher ça. On va vous amener ça à l'instant. Ça sera super. Pas mal bon. Que c'est beau, hein, la technologie. C'est le fun en tabarouette. On va vous amener ça. Oups. Ça sera pas en tout cas, à BBN Podcast, JF, les auditeurs sont gâtés. Sont choyés en tabarouette. Regardez ça. On a le bracket. Je vais juste enlever. Voilà. Je vais enlever la petite bannière qu'on voit bien. Donc, c'est ça. L'Union, s'il gagne, affronte Atlanta. Club America, CD Olympia affrontera les Timbers. Toronto va prendre le gagnant. C'est Cruz qui a passé, ils ont gagné 8-0. 8-0 aujourd'hui, donc c'est ça, ça sera contre Cruz. Et Columbus. Columbus sont déjà quand même relativement... Ils sont déjà passés. C'est ça, ça va très bien là, pour Columbus. C'est ça. 4-0, je pense que ça va être difficile pour l'autre équipe de revenir. Ben, je pense que oui. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait d'aller voir Columbus-Toronto en demi-finale. Oui. De l'Est. Donc... Et puis un Timbers, un Timbers Union. Oui, c'est ça, ça va être serré. Hein? Atlanta, être serré, là, sincèrement, Joseph Martinez est revenu, mais on voit qu'il n'est pas encore, il est pas encore tout là. À 100%. Donc, il y en a encore à prendre un petit peu, mais c'est le fun de le revoir et je pense qu'il va retrouver ses repères assez rapidement. Mais est-ce qu'on va avoir pour une première année une équipe championne de la MLS? Ça serait le fun, hein? Puis, sincèrement, je remets le bracket, là, mais on peut y croire, là, parce que... On peut y croire, vraiment. Atlanta, je pense, mettons que l'Union perd, moi, je pense que Atlanta pourrait quand même battre Saprissa. Tu sais, ça serait possible. Mais si Union passe, ben Union Atlanta, on est sûr d'avoir une équipe en demi-finale. Timbers, ça ne sera pas facile. Club America et CD Olympia, c'est quand même deux bonnes formations. Deux bonnes formations, ouais. Donc, ça ne sera pas facile de remporter ce match-là, mais Timbers peuvent y croire. Je pense qu'ils ont démontré une performance assez convaincante. Donc, tu sais, on pourrait avoir une demi-finale de chaque côté, finalement, qui pourrait être MLS. MLS. Donc, on pourrait avoir un carré d'as complètement MLS. MLS. Et qui va définitivement conclure qu'il y aura un champion MLS. Et ça serait bien. Ça serait bien pour la Ligue, ça serait bien pour tout. Vraiment. Parce que moi, je pense que c'est encore plus prestigieux que la Coupe MLS. Je suis d'accord. Hey, merci Arius. Et merci à toi, Jeff, et merci aux auditeurs. Excellent. On se retrouve donc dimanche pour MLS Franco. MLS Franco. Puis bon match à tous. Et puis CF Montréal, comme tu l'as bien dit hier, go CF Montréal. Ah oui, ça va être bon. Bye bye, bonne soirée. Bye bye.